bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça vient d'être dit, tous les deux, on s'intéresse à cette question de la circulation en ligne des images de la révolte des Gilets jaunes, avec une approche méthodologique qu'on ne va pas détailler, mais qui est croisée, qui est issue en fait de nos deux travaux de thèse, puisque ça a été des sujets assez parallèles, hein, du coup avec des matériaux qui ont été collectés autant lors d'entretiens sociologiques, mais aussi collectés avec des méthodes numériques. Ah oui, et du coup, juste un petit trigger warning, donc comme on travaille sur la question notamment des violences policières, on a fait une sélection quand même pour que ce ne soit pas des images trop graves, mais comme chacun n'a pas le même rapport à ces images-là, on préfère vous dire, voilà, il y a du sang, il y a des images qui sont violentes, qui sont dans notre présentation. Alors, une interrogation qui nous habite tous les deux, c'est celle des modalités de formation de la critique chez les Gilets jaunes, avec une focalisation particulière sur le rôle des plateformes dans cette formation, avec Facebook notamment au premier plan, parce que ça a été l'espace principal qui a été massivement investi par les Gilets jaunes, dans la prolongation de leur pratique sociale ordinaire, mais aussi avec Twitter, parce que ça a été un espace de commentaires de cette mobilisation, qui est un espace pour le coup qui est bien moins investi par les Gilets jaunes, vraiment très peu de Gilets jaunes qui se sont mobilisés dessus, mais où malgré tout, beaucoup de choses qui ont été dites ont pu être en lien avec, peuvent être mises en lien avec cette question de la formation de la critique. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que pendant la mobilisation des Gilets jaunes, entre novembre 2018 et mars 2020, les bornes temporelles peuvent être discutables, il y a eu une grande production de critiques diverses qui prenaient toutes appui sur un même phénomène, à savoir donc la répression policière de cette révolte. Une répression qui a été intense. Selon le ministère de l'Intérieur français, 2495 manifestants ont été blessés, et d'après les décomptes du journaliste David Dufresne, pour revenir sur lui, 315 blessures à la tête, 24 éborgnements et 5 mains arrachées, qui sont en fait précisément documentables. De plus aussi, une personne qui ne manifestait pas est décédée après avoir été touchée par une grenade lacrymogène. Et donc notre point de départ ici, qui est un résultat de nos deux travaux de thèse, c'est que, à partir de la répression policière vécue, il y a eu une triple critique qui a été émise, ou pour le dire autrement, une critique qui désigne avant tout trois adversaires identifiés par les Gilets jaunes: l'institution policière, les médias et, même si on n'en parlera pas vraiment dans ce travail, certaines institutions et personnalités politiques et administratives, donc administratives, les préfets notamment. Voilà. Et donc, les questions qu'on se pose là, c'est de quelle manière les Gilets jaunes font usage de Facebook pour désigner leurs adversaires, comment est-ce que la formation de la critique est affectée par les espaces numériques où celle-ci se déroule, et comment ce qui se passe en dehors de Facebook joue aussi un rôle sur la formation de la critique chez les Gilets jaunes. Voilà un peu les différentes questions qui vont traverser toute cette présentation, auxquelles on va essayer de répondre en interrogeant en deux temps. Dans le premier temps, la manière dont le cadrage adversarial du problème des violences policières est donc réalisé par les Gilets jaunes, et dans un second temps, on interrogera, on se demandera si les plateformes numériques sont donc des espaces propices à la critique, et en particulier à la montée en généralité de la critique formulée. Merci Edouard. Alors, une notion qui a été très utile pour amorcer ce travail, elle nous vient de l'analyse des cadres de l'action collective, qui appelle cadrage adversarial le fait pour un mouvement social de désigner, de se donner un adversaire. Alors, il peut s'agir d'une personne, typiquement Emmanuel Macron avec les Gilets jaunes, ça peut être un phénomène social, donc la répression policière, ou une institution, dans notre cas la police et les médias. Alors concrètement, ça se matérialise par la production de mots d'ordre, de slogans, de discours, de tout un ensemble d'éléments discursifs qui vont faire tenir ensemble la mobilisation en produisant une convergence des motivations individuelles. Alors une originalité de nos enquêtes, c'est d'avoir justement montré que cette mise en commun, elle n'était pas forcément redevable d'un travail opéré par une instance spécifique, comme par exemple le service communication d'un parti politique ou bien dans une ONG, mais plutôt ça s'est réalisé par le bas, c'est-à-dire que des Gilets jaunes ont fait circuler en ligne des messages qui ont en retour favorisé l'émergence de régularité dans l'expression de leur colère. Alors, une première modalité d'expression de cette dite colère, en vue de désigner des adversaires, c'est le partage d'images.
Alors ici, on considère les images comme des appuis documentaires, c'est-à-dire, pour reprendre la définition de Franck Rebillard, un régime discursif et argumentatif composite propre à Internet et alternatif à celui des médias de masse. Alors pourquoi alternatif? Eh bien parce que ces éléments sémiotiques possèdent une force probatoire supérieure au discours dominant, et ce en raison de leur proximité avec le vécu des Gilets jaunes en manifestation. On observe en effet que les participants à ce mouvement ont beaucoup partagé des images de violences policières, souvent capturées sur le vif lors des manifestations. Un article de Perrine Poupin, une sociologue qui a fait une ethnographie au cœur des rassemblements des Gilets jaunes, raconte comment ces derniers se précipitaient sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs sentiments, regarder, voire diffuser les images des violences policières auxquelles ils ont assisté. Lors de mon enquête de terrain, j'ai rencontré par exemple Rémi à Montpellier, un gilet jaune qui me confiait, justement lors de cette période 2018-2019, se rendre fréquemment sur les réseaux sociaux en rentrant de manifestations. Il avait d'ailleurs même conscience du caractère potentiellement traumatisant de cette pratique. Je vous livre son propos. Il me dit: on avait toujours peur de louper quelque chose. Ces vidéos posaient problème parce que même en rentrant le soir, après les manifestations, après avoir fait ces manifs qui étaient très intenses, très violentes, il y avait beaucoup de gaz, beaucoup de poursuites, beaucoup de matraques, et ben on regardait des vidéos de ce qui se passait dans d'autres villes. Et ça devient très addictif. Il y a même un psychologue qui disait que tout ça, ça va participer à une forme de trauma, de se passer en boucle des images du vécu ou de choses similaires à ce qu'on vit. Même si moi, je ne peux pas dire si je suis vraiment traumatisé maintenant. Mais en tout cas, ça a pu être une manière d'avoir de l'info quasiment en direct sur ce qui se passait, et on a fait effectivement pu constater une répression extrêmement violente. C'est ce qui apportait Internet et les réseaux sociaux. C'était justement de savoir ce qui se passait en quasi-direct. C'était également une manière de contrer un peu les autres images, celles par exemple de BFM TV ou des chaînes de ce type-là. Alors on observe également que les Gilets jaunes ont recodé les images partagées afin de prescrire l'interprétation qui doit en être faite. Ça, par exemple, c'est notamment grâce à la fonction description qu'on a sur Facebook. C'est une fonction qui facilite considérablement cette opération de recodage. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'une même image de violence policière peut tout d'un coup avoir une visée un peu différente. Donc là, par exemple, on voit en haut une image de violence policière qui a beaucoup circulé sur les réseaux des Gilets jaunes. On y voit justement des policiers, des CRS en train de tabasser un manifestant inoffensif. Alors jusqu'ici, on retrouve, la critique de la police qu'on a évoquée jusqu'ici, puisque l'image, elle se suffit à elle-même pour s'indigner face à un tel déferlement de violence. Mais, et ça ne change d'ailleurs pas la critique de la police véhiculée par l'image, l'internaute a également désigné d'autres adversaires, puisqu'il écrit en description: et là, BFM et Macron, c'est qui la racaille? Et bien en disant cela, la chaîne BFM TV, qui en pratique représente le gros des médias dans les représentations collectives des Gilets jaunes, est identifiée comme un adversaire du mouvement contre lequel les Gilets jaunes se mobilisent, à savoir Emmanuel Macron. On comprend en effet que l'internaute est indigné du fait que la couverture des violences des manifestants délégitime la cause des Gilets jaunes, tandis que les violences policières ont été perçues par le mouvement comme étant sous-représentées dans les médias. L'importance des images de violences policières dans l'amorce d'une critique se retrouve particulièrement par exemple chez Alex, un gilet jaune que j'ai rencontré chez lui à Ivry-sur-Seine. Dès les débuts du mouvement, il s'était astreint à une veille quotidienne en rentrant du travail afin d'alimenter le groupe Facebook qu'il animait. Et là, l'accumulation des images de blessés, qui ont été donc massivement diffusées sur les réseaux, a suscité chez lui une indignation, tant pour leur contenu très violent que pour leur absence prolongée dans la couverture médiatique du mouvement. Il me dit: depuis le 1er décembre, tous les jours, je faisais le tour des médias. À la télé, donc LCI, BFM, CNews, principalement ces médias. Et puis France 2 et TF1 que j'ai fait un petit peu. Et tous les jours,
Merci beaucoup à tous les deux, malgré l'énorme intérêt, le vertige, le nombre de questions qu'il y a à poser. On va en avoir pour un petit 5 minutes. Manifestez-vous rapidement. Oui, je vais te passer le micro pour que le monde en ligne t'entende. Merci beaucoup pour votre présentation très claire et, à mon avis, qui montre toute l'utilité de la recherche, de travailler sur ces objets. Moi, je suis un peu dans une double situation où je suis allé me manifester avec les Gilets jaunes. Et par ailleurs, je suis suivant le compte de David Dufresne. J'ai fait partie de ceux qui lui ont fait remonter aussi les premières vidéos dès les premiers samedis. Assez frappé moi-même de voir l'algorithme de Twitter me les passer et prenant assez vite conscience de leur multiplicité, alors à la fois sous des formes différentes et puis des variantes, etc. Mais très rapidement, en fait, je me rends compte que si les premières, David, puisqu'on se follow mutuellement avec David Dufresne, donc comme il dit Anna merci, etc., très rapidement, en fait, il y a un effet de masse qui fait que lui-même est submergé et que plusieurs internautes lui font simultanément remonter les mêmes choses. Je voudrais revenir sur la notion de montée en généralité. Peut-être si vous pouviez revenir dessus un instant. J'ai pas tout à fait saisi pourquoi, c'était la slide là, juste avant, pourquoi Twitter n'était pas un lieu de montée en généralité. Voilà, si vous pouviez revenir un instant là-dessus. En fait, alors c'était pour le coup c'était un résultat d'une étude de cas particulière qui était tout ce qui s'était passé autour de ce qui était arrivé à Geneviève Leguet, qui était donc une militante d'attaque qui avait été blessée pendant une manifestation gilet jaune à Nice. C'était un moment déjà assez intéressant parce qu'il n'y avait aucune image amateur de tout ce qui s'était passé, c'était que des images appartenant à des organes médiatiques traditionnels. Et il y avait très peu de monde et du coup ça avait été filmé sur absolument toutes les coutures. Et donc les internautes s'étaient engagés dans un processus d'enquête de que s'est-il passé. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que on n'est pas du tout dans une situation où on essaye de comprendre réellement ce qui s'est passé. Mais on se retrouve dans une situation où chaque personne a de fait ses propres positions politiques. Et la discussion qu'il va y avoir autour de ces images, au bout de 2 ou 3 messages, c'est extrêmement rapide. Le but n'est pas de dire ce qui s'est passé, mais de dire voilà pourquoi moi je pense que c'est ça qui s'est passé. Et ça se finit toujours par juste l'énonciation de ma position politique. Donc, alors pas gauche, droite, dit comme ça, c'est un peu plus précisé, mais l'enjeu des conversations, c'est vraiment ça, c'est d'où l'idée d'espace axiologique en fait. Et qui n'aboutit donc à rien d'autre que cette expression-là. Voilà. C'est un article qu'on avait écrit avec Clément Navid, qu'on peut retrouver sur les internets. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire et très stimulante. Moi, je m'interroge sur le repli de la forme conversationnelle vers les espaces privés, et notamment justement ces groupes Facebook, et qui est documenté notamment par Dominique Arnaud, Christophe Priard dans un récent chapitre sur ces questions-là. On voit qu'il y a une tendance à se replier vers ces espaces-là, et du point de vue de la recherche, ça nous pose question en termes de méthodologie. Je me demandais comment vous aviez procédé pour avoir accès, par exemple, aux discussions sur ces espaces. Alors, on peut devenir membre du groupe, mais est-ce que vous avez procédé à d'autres actions pour accéder aux personnes, voilà. Alors, en ce qui me concerne, les groupes, il y avait finalement un seul groupe parce que moi aussi j'ai utilisé CrowdTangle, et effectivement, sur la question des médias, c'était surtout le groupe Carte des Rassemblements, qui est le plus gros groupe Gilets jaunes en France, qui a donné vraiment des résultats. Les autres n'ont pas donné beaucoup de résultats. Un biais, c'était tout simplement un biais temporel. Quand j'ai commencé mon enquête, c'était en 2019. Il y avait déjà un peu de l'eau sous les ponts qui avait coulé, et il y avait plein de groupes qui avaient fermé, des gens qui étaient partis, des publications qui avaient disparu. Donc il y avait toute une dimension rétrospective qu'il fallait prendre en charge. Mais en plus, c'était un groupe qui était public, donc qui permettait quand même de simplifier toutes les questions éthiques, d'éthique de la recherche, puisque comme c'est un groupe public, se pose beaucoup moins les questions d'anonymisation. Toutes les publications ont été anonymisées, bien entendu, mais elles peuvent être
en pratique, elles peuvent être retrouvées. Bon, après, voilà, ça reste un groupe public. Pour accéder au discours, moi, tout simplement, ce que j'ai fait, et j'en parle un peu, c'est que j'ai fait une enquête aux 4 coins de la France. J'ai été rencontrer une quarantaine de gilets jaunes environ, où j'ai fait des entretiens assez longs sur leur parcours militant, etc. Et pour comprendre surtout comment ils en étaient venus à devenir critiques envers les médias. Alors sur la... Effectivement, il y a quelques verbatim que j'ai bien choisis, qui sont celles, on va dire, qui condensent le plus les phénomènes de prise de conscience par exposition répétée à des contenus sur les espaces numériques. Il y avait aussi un bon contingent de gilets jaunes qui, en réalité, étaient déjà critiques des médias ou même plus généralement de plein de choses avant. Comme on le sait, le mouvement était composé à moitié de primo-manifestants. Ça veut dire qu'il y avait une moitié de gens qui étaient rompus à l'action politique avant. Mon échantillon était très biaisé à gauche, j'avais beaucoup de gens qui avaient une vraie expérience militante, mais pas que, c'est vrai qu'il y avait aussi des gens pour qui ça a été une véritable bascule. Après, sur la question de la discussion en ligne, je dois avouer que moi c'était beaucoup plus sur les discours, la circulation des discours. Les formes interactives de discussion, c'est quelque chose que j'ai un peu moins observé. Peut-être que toi tu as eu plus de... Moi, ce que j'avais, du coup, en fait, j'étais dans les groupes Facebook, j'ai pu y rentrer, il n'y avait pas de problème. Effectivement, il y avait des groupes qui étaient publics, d'autres qui étaient fermés. Le seul problème que j'ai jamais réussi à l'inverse à rentrer dans les groupes de foulards rouges, donc les foulards rouges qui étaient les ennemis des gilets jaunes, qui voulaient l'arrêt des différentes manifestations. Ça, pour le coup, je n'ai jamais pu y avoir accès, même en essayant de passer par le compte de gens, c'était beaucoup plus dur d'y rentrer. Fallait peut-être être coopté, enfin je sais pas exactement. En gilet jaune, c'était assez facile de rentrer. Ça pose une question éthique que d'aller observer ça sans le dire aux gens. On peut en discuter. Non, mais par contre, ce qui est hyper intéressant et une des choses que j'avais constaté, c'était en fait tout ce qu'on peut observer dans ces espaces-là quand il arrive est partiel. Parce qu'il y a beaucoup de conversations qui vont renvoyer, dire « Ah mais attends, je te mets un truc sur Messenger, on en reparle là après ». Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont passer par Messenger, puis après par WhatsApp, parce qu'en fait, les gilets jaunes ont cru à un moment que WhatsApp, ce n'est pas Messenger, donc ça n'appartenait pas à Mark Zuckerberg, ce qui est du coup faux, puisque c'est l'État, mais il y avait cette croyance-là. Du coup, il y a eu des circulations dans ces espaces de messagerie privée, et l'ensemble des interactions, en fait, se situaient entre le rond-point, la manif, l'espace public numérique assez large que sont ces groupes Facebook-là. Alors c'est ce qu'on n'a pas dit à la fin, mais il y a aussi beaucoup de trans-plateformes. C'était ça la question de Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de contenus qui vont sur Twitter, qui vont être récupérés, remis sur Facebook. L'inverse est vrai aussi, et il y a plein de logiques de circulation très différentes. Il y a eu le vrai débat aussi, qui était une plateforme d'échange. Donc il y a des circulations en ligne, hors ligne, et entre le hors ligne et en ligne aussi, qui sont là et qui rendent en fait très compliqué de suivre des parcours. Du coup, c'est pour ça que je ne me suis pas intéressé au parcours, mais plus que de fait, c'est quoi cet espace du visible dans lequel sont pris les gilets jaunes. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux. Et je ne serais pas étonné que les gilets jaunes soient l'un des grands sujets de conversation du dîner de ce midi. Je vous laisserai aller parler.